Ton nom, c'est Lila ou Lila Louise? Lila Louise. D'accord, Enfin, mon nom professionnel, c'est Lila Louise. d'accord. Alors, Lila Louise, bonjour. Bonjour Alice. Alors, je veux bien que tu m'expliques en fait comment tout a commencé, comment tu t'es retrouvée en fait à devenir avocate. Alors, moi, j'ai décidé très tôt d'être avocate. J'ai décidé d'être avocate. Je pense que c'est un truc que j'ai commencé à dire quand j'avais 15 ans. Et je sais pas trop pourquoi, en fait, j'ai commencé à dire ça. Mais en tout cas, c'était mon objectif, devenir avocate. Donc après, au lycée, c'était très clair. Moi, j'ai vécu en Argentine quand j'étais au lycée pendant un an. Et je me souviens que quand je suis rentrée en terminale, ma sœur a fêté son anniversaire chez mes parents. Et il y avait plein de potes de ma sœur qui me disaient, bon alors qu'est-ce que tu vas faire après ton bac et tout. Et je disais, ben je vais faire une hypocagne, mais c'est juste pour un an, enfin comme ça, pour le plaisir, parce qu'après je vais faire du droit, parce que je vais être avocate. Et un de ses potes, Basile, qui avait fait une double maîtrise en droit français et italien, m'a dit, ah mais toi qui es allé en Argentine, il y a un diplôme génial à Paris 1, à la Sorbonne, c'est le double diplôme en droit français et espagnol. Il y a 2 ans à Madrid, 2 ans à Paris, et après tu as une maîtrise dans les deux pays. Et si jamais tu veux retourner en Amérique latine, ça pourrait être chouette pour toi. Et en fait, j'ai trouvé que l'idée était géniale, donc j'ai fait mon hypocagne à Paris parce que j'avais envie de faire une hypocagne. Et à la fin de l'hypocagne, j'ai intégré la double maîtrise en droit français et espagnol. Euh, Enfin, en fait, je me suis vraiment pas posé de questions, quoi. C'était un truc assez sûr dans ma tête. Mais 15 ans, c'est hyper jeune pour savoir ce qu'on a envie de faire. Pourquoi c'était aussi clair dans ta tête? Est-ce que cette idée elle t'est venue parce que, je sais pas, t'étais fan d'Ali McBeal ou que t'avais un oncle qui était avocat qui t'avait fait rêver quand t'étais petite ou c'est vraiment sorti de nulle part? Mais franchement, c'est sorti de nulle part parce que j'ai un cousin qui est avocat à Marseille, mais lui, il fait plus du droit pénal, du droit privé. Et en fait, très honnêtement, je sais même pas trop ce que je me représentais sur le métier d'avocat. Je sais pas trop ce que ça représentait pour moi. Je pense que je pensais plus organisation internationale, ONU, droits de l'homme et tout. Mais c'est vrai que donc, tu vois, c'était pas vraiment relié à ce que faisait mon cousin en tant qu'avocat. Je sais pas en fait. Je sais pas d'où c'est sorti. Je sais juste que. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit concours d'éloquence au lycée, organisé par le Lions Club. C'est mon prof de philo qui m'avait inscrite. Et, hum, et on peut trouver ça sur internet, je crois, quand on tape mon nom, une photo de moi et l'article, parce que j'avais gagné en local et ensuite en régional. Et donc il y avait un petit article qui disait, ah, Louise Maréchaux rêve d'être avocate internationale, etc., etc. En vrai, ça veut rien dire d'être avocate internationale, mais donc vraiment, je ne sais pas trop ce que je projetais là-dessus, mais voilà, le fait est que c'était très clair pour moi, quoi. En tout cas, il y avait une idée quand même de défendre des droits, de défendre les autres. Est-ce qu'il y avait au moins cette idée de départ? Ouais, je pense qu'il y avait l'idée de défendre, clairement. Je pense qu'il y avait cette idée de défendre. Je pense qu'il y avait l'idée de défendre et il y avait aussi sûrement l'idée. Enfin, je pense que j'étais assez rigide quand j'étais lycéenne, enfin collégienne, lycéenne. J'ai pas mal changé, je pense, mais. Et je crois que j'aimais cette idée d'une règle qui s'applique, d'un truc un peu idéaliste en fait. Surtout quand on pense, voilà, réglementation, droits de l'homme et tout. J'aimais cette idée qu'on définit une règle et qu'ensuite elle s'applique comme si la règle était une réalité en fait, ou le devenait par l'intervention magique des instances internationales ou du juge. En fait, c'est pas du tout ça, mais je crois qu'il y avait un truc assez idéaliste comme ça, d'un monde carré de règles qui s'appliquent en cascade, et ça fait un monde juste, meilleur. Enfin, je pense qu'il y avait ça aussi. Un monde rassurant. Ouais, rassurant, sûrement, ouais. Alors, tu t'inscris dans cette double licence, Double maîtrise, ouais. double maîtrise, et donc tu es partie à Madrid ensuite faire le double cursus? Ouais, ouais, je suis partie à Madrid. Ouais, voilà, je suis partie à Madrid. En fait, donc, j'ai fait cette année d'hypocagne que j'ai adorée. Euh, je me suis vraiment. C'était une année extrêmement enrichissante. Et d'ailleurs, mes profs, parce que j'avais des très bons résultats, j'étais bien classée et tout, et ils avaient essayé de me faire rester en cagne. Et moi, je leur avais dit, bah non, non, moi, je veux être avocate, donc les concours de fin de cagne, ça m'intéresse pas du tout. Et donc voilà, je suis partie, pareil, je suis partie à double maîtrise en droit français-espagnol. Et en fait, à Madrid, j'ai été hyper déçue. Parce que en Espagne, le droit, c'est vraiment de l'apprentissage par cœur, mais bête et méchant, de ces livres. Et donc, d'ailleurs, j'ai loupé,
je pense, presque tous mes partiels de premier semestre, chose qui ne m'était jamais arrivée. Et je les ai tous loupés parce que j'avais bossé en mode hippocagne, tu vois, vraiment, t'apprends le contenu, mais le but c'est de relier les concepts, et en fait là c'était vraiment, il faut recracher son cours. Donc ensuite j'ai eu mes matières au rattrapage, et puis surtout j'ai changé de mode d'études, et j'ai appris comme il fallait apprendre. Mais du coup ça n'avait aucun intérêt intellectuel. Je pense qu'on comprenait même pas à quoi servaient les matières. Enfin, je dis on parce qu'on en reparle beaucoup avec mes amis de promo, et on se dit mais en fait on comprenait même pas ce que c'était le droit civil, on comprenait pas trop à quoi ça allait s'appliquer. Donc j'ai pas du tout aimé Madrid parce qu'intellectuellement parlant c'était vraiment sans intérêt. Et voilà, et puis ensuite c'est vrai que donc moi j'avais fait la franco-espagnole dans l'idée de repartir en Amérique latine, etc., etc. Et il s'est passé un truc pendant ces années-là, c'est que j'ai perdu mon frère est décédé. Et j'étais à Madrid quand c'est arrivé, et en fait dans ma tête je crois que très rapidement je me suis dit qu'il fallait que je retourne proche de ma famille et que j'arrête de bouger. Donc du coup ça a modifié mes objectifs, et en parallèle de ça j'ai découvert en deuxième année, donc à Madrid, on a eu un cours de bioéthique. Je crois que c'était un cours d'éthique dans lequel on avait eu de la bioéthique, et donc c'était un peu du droit croisé à des problématiques éthiques, et notamment liées au corps et à la santé. Et là, ça a un peu fait des étincelles avec le fait que mes parents sont médecins, etc. Donc c'était des problématiques auxquelles, je sais pas, en tout cas j'avais aussi pas mal mûri, même d'un point de vue philosophique, etc. Ils sont médecins dans quelle branche, tes parents? Ma mère est gynécologue obstétricienne et mon père est endocrinologue. Et, et donc j'ai beaucoup aimé ce cours, et j'ai découvert qu'il y avait du droit de la santé. Et du coup j'ai fait un stage, j'ai demandé, enfin je me suis renseignée, et mon prof de droit administratif m'avait mise en relation avec un cabinet d'avocats à Marseille, n'importe quoi, à Madrid, qui s'appelle Sanchez et León. Et j'avais été reçue là-bas, ils ont un département de droit pharmaceutique, et en fait la personne qui s'occupe du département de droit pharmaceutique, Juan Gillard, est français et franco-espagnol, et donc il a une activité qui est répartie entre du droit pharmaceutique et du droit français-espagnol, où il conseille en fait des investisseurs français qui vont en Espagne. Et il m'avait reçue, et en fait ce qui est drôle c'est que je pense qu'il m'a pas du tout recrutée pour... Enfin, je sais pas... Je pense qu'il m'a recrutée parce que j'étais de Poitiers. Et lui, sa famille française, les origines, c'est de Poitiers. Et en fait, je pense que c'est la seule chose dont on a parlé pendant tout l'entretien. Bref. Donc voilà, donc en fait, je me suis orientée vers le droit de la santé. Et donc, je suis rentrée à Paris. Et là, donc j'avais 2 ans à Paris après ça. Et j'ai vraiment fait ces années dans une optique droit de la santé. Ce qui est bien tombé avec le fait qu'à Paris, j'ai bien aimé le cours de responsabilité civile, où on avait aussi vu tout ce qui était responsabilité médicale, responsabilité du fait des produits défectueux, qui est la réglementation applicable aux médicaments, entre autres, quand ça va pas. Et donc, c'était un domaine qui m'intéressait. Et j'ai terminé ces années en sachant que j'allais aller vers du droit pharma, quoi. Mais pourquoi c'est ça qui t'a parlé en fait? Parce que ça a l'air assez aride en fait comme ça, comme secteur. Ouais, je pense que c'est vraiment un langage auquel j'étais Sensible. sensible, parce que, enfin, voilà, le langage médical, je l'avais entendu à la maison avec mes parents. C'était un univers qui m'était familier en fait. La notion de patient. Enfin, là, je pense que c'est vraiment. D'ailleurs, beaucoup d'avocats qui font du droit de la santé, il y a des parents médecins quelque part. Enfin, je suis pas une originalité là-dedans, quoi. Et puis après, je pense que moi, j'ai toujours fonctionné beaucoup aux objectifs. Et de la même manière que j'avais besoin de savoir que je serais avocate, je pense que me dire, je ferai du droit de la santé, et donc je vise des masters en droit de la santé et tout, je crois que moi, juste, ça me rassurait, ça me permettait d'avoir un cap et de pas trop me poser de questions et de foncer, quoi. Et donc pareil, par exemple, j'avais des super notes en droit administratif, c'était une matière que j'aimais beaucoup. Et, et quand j'avais dit à mon prof, mon chargé de TD, que j'allais faire du droit à la santé, il m'avait dit, félicitations, c'est bien et tout, mais c'est dommage parce que vous avez quand même des vraies qualités en droit public et tout. Et moi, j'étais ouais, mais bon, moi je veux faire du droit de la santé, donc ciao. Donc voilà, et en fait après la franco-espagnole, bon, c'est vrai qu'en Espagne, j'ai pas trop aimé. À Paris, j'ai pas trop aimé non plus, mais c'était quand même un peu mieux qu'en Espagne. Déjà le fait, je pense, d'être rentrée à Paris, qui est une ville que j'aime beaucoup, puis ma sœur était à Paris aussi. Voilà, les TD, je trouve que le droit est quand même un peu mieux enseigné en France qu'en Espagne, ce qui est vraiment pas difficile.
Donc c'était plus intéressant intellectuellement. Après la 4e année, c'est vrai que j'en avais vraiment marre. J'avais envie de bosser, quoi. J'avais envie de passer à des trucs plus pratiques. Donc voilà, j'ai terminé la franco-espagnole et ensuite je suis allée en droit de la santé, pareil, un master de droit de la sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale à Paris 1, que j'ai choisi. Alors c'était pas du tout le mieux côté, mais en fait je trouvais ça intéressant parce qu'il était fait en partenariat avec AgroParisTech et donc la moitié de la classe était des ingénieurs. Et je trouvais ça chouette qu'il y ait cette mixité de culture dans la classe. En fait, ce master, moi j'ai trouvé, n'avait aucun intérêt. Parce que j'ai rien appris en fait. J'ai rien appris de nouveau. Moi je comprends pas pourquoi il faut faire autant d'années d'études pour être juriste. Enfin, en réalité, une fois qu'on comprend comment fonctionne le droit civil, le droit administratif, le droit pénal, des notions de droit constitutionnel, après le droit de la santé, c'est du droit civil appliqué au secteur de la santé et du droit administratif appliqué au secteur de la santé. Et donc dans la logique juridique, j'ai rien appris de nouveau. Il y a eu quelques cours qui étaient chouettes, mais c'est vrai que cette année était assez inutile. Comme j'avais beaucoup cravaché pendant les 4 ans la maîtrise au droit français et espagnol, c'est une année où je pense que mon corps s'est complètement relâché. Donc en Master 2, j'étais tout le temps malade, donc j'allais pas beaucoup en cours. Bref, voilà. Et donc, suite à cette année-là, t'as passé ton barreau. Non, alors moi, la grande fraude dans cette histoire, c'est que j'ai jamais passé mon barreau. Parce que, et ça, je le savais pas. Enfin, moi, j'ai toujours été un peu dilettante en vrai. Je voulais être avocate, mais je savais pas trop comment on devenait avocate, si ce n'est qu'il fallait faire des études de droit. Et j'ai découvert pendant la franco-espagnole que, en fait, faire la franco-espagnole, ça nous évitait de passer un concours, enfin, un examen qui est un concours déguisé en examen, ou on dit l'inverse, mais bon, bref, qui est le CRFPA. Et ça, je l'ai compris pendant la franco-espagnole, parce qu'en fait, c'était pendant une réforme européenne, je crois que c'est la réforme de Bologne, un truc comme ça, qui allait avoir un impact là-dessus, puisque après, on va pas rentrer dans ces détails, mais globalement, ça allait avoir un impact sur la franco-espagnole, et je sais qu'il y a des gens dans ma classe qui étaient préoccupés du fait que du coup, ils allaient plus pouvoir bénéficier de cette passerelle qui nous permettait de devenir avocat sans passer le CRFPA. Parce qu'en fait, en Espagne, pour devenir avocat, il n'y a pas de concours. C'est juste on s'inscrit une fois qu'on a une maîtrise. Et nous, en sortant de la double maîtrise, on avait une maîtrise, donc on pouvait s'inscrire au barreau de notre choix en Espagne. Et ensuite, faire reconnaître son titre par la magie des reconnaissances de titres en Europe, on pouvait faire reconnaître son titre d'avocat espagnol en France. Avec un examen qui est beaucoup plus léger parce que nous, en l'occurrence, on a juste à passer la déontologie vu que le droit fonctionne pareil en Espagne qu'en France. Et toi, ça te plaisait l'idée de ne pas avoir passé ce concours, ce barreau ? En fait, moi, j'ai pas fait la franco-espagnole pour ça et je l'ai compris que très tardivement qu'il y avait cette espèce de concours et qui était pas facile à avoir et qu'il était assez pénible et tout. Après, c'est sûr que quand j'ai compris que je pouvais faire ça, ouais, ça me plaisait grave parce que j'en pouvais plus d'étudier, j'en avais marre de pachoter et tout. Donc, en plus, j'avais quand même pas entendu beaucoup de bien des écoles de formation au barreau. Où globalement, les personnes qui étaient passées par là et que je connaissais disaient toutes que c'était assez inintéressant. Donc, ouais, moi, tout ce qui pouvait me faire gagner sur encore plus de matières assis comme ça en amphi, je le prenais avec grand plaisir, quoi. Donc, en fait, j'ai pas passé le CRFPA. Et je me suis dit, par contre, il faut que j'ai la même expérience pratique en stage qu'une personne normale qui elle l'a fait. Donc, j'ai fait 1 an et demi de stage, en fait. Donc, après, j'ai fait un stage, mon stage de Master 2, j'ai fait 6 mois à l'établissement français du sang. Et ensuite, j'ai trouvé un stage, je me suis inscrite à l'IEJ pour avoir une convention de stage. J'ai fait 7 mois dans un cabinet d'avocat. Et ensuite, encore 6 mois dans un autre cabinet d'avocat. Et en fait, ça m'a permis d'avoir la même expérience, le même nombre d'expériences qu'un étudiant normal qui fait un cursus. La seule chose que j'ai pas faite, en fait, c'est le FB, quoi. Mais c'est-à-dire qu'aux yeux de l'État français, tu es avocate ? Oui, bien sûr, je suis pas complètement une fraude. Après ça, j'ai passé... T'as fait ton équivalence, en tout cas. Voilà, après ça, j'ai passé l'équivalence. Donc, c'est l'article 99 du décret qui réglemente la profession des avocats qui permet de faire cette équivalence. Je l'ai eu. Et du coup, j'ai pu prêter serment en France comme avocate française. Est-ce que ça a créé en toi un sentiment d'illégitimité ? Non, parce que... En fait, ça me fait rire, quoi. C'est-à-dire que non, je me sens pas du tout illégitime. Par rapport à mes études de droit et tout. Mais ça me fait rire, du coup, quand j'explique que je suis un peu une fraude de ce point de vue-là. Je me sens pas du tout... Je me suis pas du tout... À aucun moment, je me suis dit que j'étais moins bonne.
ou moins légitime à être avocate parce qu'en vrai, ben voilà, le droit. Enfin, je pense que c'est pas le CRFPA ni le CAPA qui fait la différence sur la capacité d'une personne à être avocat ou pas, quoi. C'est un métier de pratique après, donc voilà. Moi, ça me fait rire et pour moi, en vrai, entre faire une chose avec un chemin difficile et faire une chose avec un chemin facile, je choisis le chemin facile, clairement, quoi. Je suis peut-être assez flemmarde là-dedans, mais je vois pas l'intérêt de me compliquer inutilement la vie. Mais cela dit, il y a une personne dans ma promo, Anthony, il a passé le CRFPA quand même parce qu'il avait envie de le passer, quoi. Mais voilà, lui, c'est un mec qui est très universitaire, il adore ça. Vraiment, la théorie du droit, d'ailleurs, il fait un doctorat maintenant, enfin, il enseigne, etc. Donc c'est assez cohérent, quoi. Moi, si je pouvais m'épargner quelques matières d'études et de partiels en plus, c'était vraiment avec plaisir. Donc, tu fais ces stages Ouais. et ensuite, tu es diplômée Ouais. et donc tu cherches du travail. Ouais, alors moi, c'est vrai, enfin, je cherche du travail et j'ai cherché avec beaucoup d'anxiété. C'est-à-dire que tout au long de mon cursus universitaire, j'avais vraiment l'angoisse de pas avoir le CV qui me permette de trouver un job après. J'avais peur de jamais être assez bien, en fait. Et donc, c'est vrai que tous mes stages, je les ai faits en me disant, ben, je remplis des cases pour que le jour où je chercherai du travail, j'ai bien rempli toutes les cases pour être recrutée quelque part. Et donc mes stages, je les ai pas du tout fait dans une optique de hey, est-ce que ça me plaît moi aussi ce métier? C'était pas du tout une question que je me posais. Je me posais la question est-ce que je remplis les bonnes cases pour l'autre? Et quand j'ai terminé mon dernier stage chez Clifford Chance, qui a été un super stage, j'étais assez déçue parce qu'ils recrutaient pas. Et c'est vrai que je m'étais beaucoup donné et j'étais très déçue de ne pas être recrutée. Et surtout, j'étais fatiguée. J'avais enchaîné quand même beaucoup d'années d'études, de stages sans trop d'interruptions. Et j'étais fatiguée, j'étais très angoissée. Et en fait, sur les derniers jours de mon stage chez Clifford Chance, donc mon dernier stage, j'ai été recrutée dans un petit cabinet de droit de la santé, mais très réputé sur une niche particulière du droit de la santé. Et en fait, j'ai été recrutée là-bas. Et je leur ai demandé quand même si je pouvais décaler mon entrée dans leur cabinet de quelques semaines pour partir en vacances. Et elles m'ont donné 3 semaines, je crois. Donc j'ai pris ces 3 semaines et je suis rentrée. Et en fait, ma première collaboration a duré... Enfin, j'avais pas encore prêté serment, j'avais même pas encore passé l'examen, mais j'ai quand même été recrutée en qualité de collaboratrice. Bon, ça c'est un autre sujet, mais voilà. Et ma première collaboration a donc duré 2 semaines. Parce que au bout de 2 semaines, elles m'ont dit, ben en fait... on se rend compte qu'il faut qu'on te forme et on n'a pas le temps de te former. Donc ben, finalement, on arrête là. Ouais, ça a été hyper violent. Et en fait, là, c'est la première fois surtout que je me suis retrouvée avec rien. Et rien de prévu après. Enfin, un examen que je devais passer. Et donc là, ça a été assez difficile. Mais comment se fait-il qu'elles ne se soient pas rendues compte à l'entretien parce que c'était toi qu'il fallait former ou c'est juste qu'elles n'avaient pas le temps de former quelqu'un de manière générale? Bah, alors, la vérité vraie, je ne la saurai jamais. Je pense qu'effectivement, elles m'ont recrutée pour un congé de remplacement maternité d'une collaboratrice senior qui était tout à fait autonome sur ses dossiers, sur une matière hyper précise qui est vraiment pas un truc qu'on apprend en fac et même en master spécialisé et tout. Donc il aurait fallu me former, mais comme il aurait fallu former qui que ce soit d'autre, est-ce qu'elles se sont rendues compte que de toute façon il n'y avait pas de fit, ben, peut-être, je sais pas, je le saurais pas, mais en tout cas, est-ce qu'elles auraient pu s'en rendre compte avant de me recruter? Oui, je pense qu'elles auraient pu réfléchir un peu au profil dont elles avaient besoin réellement et se dire que je correspondais pas à ce profil-là. Après, c'est quelque chose de très récurrent. Chez les cabinets d'avocats, de pas trop réfléchir vraiment à ce dont on a besoin en termes de recrutement. Donc, c'est une banalité dans la profession, quoi. Donc toi, tu l'as pris comme une claque, quand même. Ah ouais, énorme claque. Gros rejet. Dur de démarrer dans la vie active comme ça, quoi. Ouais, dur. Et puis surtout, je me retrouvais face à ma plus grande angoisse, qui était de ne rien avoir de prévu après, quoi. Ça, c'était vraiment mon angoisse existentielle. Donc, je me souviens vraiment, j'ai passé... Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, quand j'y repense, ça me fait rire, mais j'errais dans Paris de manière un peu hagarde, quoi. J'allais dans des galeries d'art, j'allais voir des expos, je faisais tout à pied pour me vider la tête. Et je pense que j'ai vraiment passé une semaine à pleurer. Et en fait, je suis allée chez mes parents en me disant, bon, allez, je vais aller bosser ma déonto chez mes parents. Et donc la déontologie, c'était l'examen qui me restait à passer pour pouvoir faire reconnaître mon titre espagnol en France. Et donc je vais chez mes parents et je commence à travailler la déontologie sur ce manuel
tout à fait aride. Tes parents qui vivent donc dans le Poitou-Charentes. Hein. Voilà, dans le Poitou-Charentes, à Poitiers. Et puis, en fait, je me suis réveillée un matin, mais ça devait être le 2e jour où j'étais chez eux. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas possible, je peux pas ne pas savoir ce que je vais faire. Et donc là, j'ai pris le Légal 500, c'est un magazine de référencement des cabinets d'avocats. J'ai pris la page droit pharma. J'ai pris tous les cabinets d'avocats. Enfin, ça, c'est un truc classique que font toutes les personnes qui cherchent du taf dans le milieu. Et j'ai envoyé mon CV, une lettre de candidature. Enfin, voilà. J'ai envoyé une candidature à tous ces cabinets-là. Je les ai toutes envoyées un mercredi matin à 9h, heure que j'estimais décente pour envoyer son CV. Et dans les 5 minutes, j'ai eu une réponse d'un cabinet qui me dit « Nous cherchons effectivement une collaboratrice. Est-ce que vous êtes disponible ce soir à 18h pour un entretien ?» Donc, moi, j'étais à Poitiers. Et donc, là, je dis que oui, effectivement, je suis disponible. Donc, moi, j'étais chez mes parents, j'avais pas du tout d'affaires d'entretien, rien. Donc là, paf, je prends le premier train pour Paris, pour pouvoir repasser chez moi, me changer avec des vêtements décents pour passer un entretien. Et aller passer cet entretien. Et en fait, l'entretien s'est bien passé. Et le lendemain matin, comme ils voyaient qu'en fait j'étais venue exprès de chez mes parents et tout, j'ai été reçue par le managing partner. Et le surlendemain, donc le vendredi, j'ai eu la réponse comme quoi j'étais prise. Ouais, je sais. Donc en fait, ma période de douce existentielle aura duré, je crois, 10 jours. Et donc ensuite, j'ai eu 3 semaines ou 1 mois... ou peut-être, ouais, ça devait être ça, avant de ils m'ont dit, on te laisse bosser en fait à Déonto, puis tu viens quand t'as passé ton examen. Donc le lendemain de la déontologie, je suis allée chez eux, donc c'était le 16 mars, je crois. Donc voilà, entre mi-février et mi-mars, j'étais inoccupée, quoi, à peu près. Accepter ce job aussi vite, pour toi, c'était remplir un vide, ou est-ce que ça avait vraiment du sens dans la continuité de ce que tu avais engagé? Non, mais je pense que c'est un mélange des deux, en fait. C'est-à-dire que moi, je n'envisageais pas d'être inoccupée. Vraiment, c'était un truc, c'était pas envisageable. Là, il y avait quelqu'un qui voulait me recruter. Ben voilà, bien évidemment que j'allais aller bosser avec lui. Enfin, en fait, je me posais pas du tout la question. Fallait que j'évite les trous dans le CV. Enfin, moi, j'étais vraiment dans cette optique de, il faut pas avoir de gap dans son CV, parce qu'après c'est compliqué, il faut le justifier et tout. Mais à aucun moment tu t'es dit, il y a peut-être quelque chose de mieux pour moi si je suis un petit peu plus patiente? Non, il fallait vite remplir l'agenda. Ouais, fallait remplir le vide là, ouais, clairement. Bon, après, c'est vrai que je m'étais bien entendue avec l'associé qui m'avait reçue et qui allait être mon associé après. Oui, si l'entretien avait été épouvantable, tu serais peut-être pas allée. Ah, j'en sais rien. Je pense que j'aurais été capable d'y aller, ouais. Parce que en me disant, non, mais il faut que je rentre quelque part et tout. Puis après, c'était aussi cohérent. Enfin, je veux dire, j'ai été recrutée dans un cabinet anglais pour faire du droit pharmaceutique. C'était cohérent avec mon parcours. C'est vrai que moi, je voulais plus faire du contentieux. Là, c'était un cabinet où on m'a annoncé dès le départ, avec beaucoup de transparence, que c'était une majorité de conseils. Donc, ça collait pas exactement avec moi, plus ce que je voulais faire. Mais voilà, fallait bosser, quoi. Fallait rentrer quelque part. Puis vraiment, dans le milieu des avocats, il y a aussi ce truc où on dit beaucoup, c'est la première collab qui est la plus difficile. Ensuite, ça va, mais il faut mettre le pied dedans pour pouvoir prêter serment et tout. Et donc je me suis pas trop posé la question. Moi, ils voulaient bosser avec moi. J'ai dit oui. Enfin, je me suis pas du tout dit, peut-être que j'aurai une autre. Si j'attends un peu. Mais les choses sont allées très vite. Mais même, je sais pas. Si elles auraient pris plus de temps, est-ce que j'aurais été... Franchement, j'en sais rien. Et tu y es restée combien de temps? J'y suis restée 1 an et demi, à peu près. 1 an et demi, assez vite. Enfin, je me suis bien entendue avec mon boss, avec l'équipe et tout. Mais assez vite, j'ai senti que le conseil, c'était pas mon truc. Donc chez lui, je faisais plus du conseil en droit pharmaceutique. Donc voilà, des contrats. Je faisais pas mal de contrats d'essais cliniques. Après, c'est vrai que je m'étais fait un poste. Enfin, il a été sympa parce que... Enfin, il a été sympa. En vrai, je lui avais aussi dit ce que j'aimais et j'avais été assez claire là-dessus. Mais du coup, j'avais eu un poste assez... je sais pas si sur mesure, mais... les dossiers contentieux, il me les filait à moi. Et quelques dossiers contentieux, il me les filait à moi. Après, c'était du contentieux administratif. Donc ça me plaisait bien, le droit administratif. Mais c'était pour défendre des fabricants de pesticides. Et ça, c'était moi mon truc. Et de biocides. Mais bon, en vrai, du coup, la matière quand même me plaisait. Et après, quand même, la majorité du travail, c'était surtout du conseil. Et ça, c'était moins... je m'ennuyais, quoi. C'était pas pour moi. Mais tu t'es quand même retrouvée, du coup, au tribunal administratif à plaider pour tes clients? Ouais, mais non, en fait, c'est lui qui plaidait. C'est mon boss qui plaidait, donc j'ai pas plaidé.
Et après, oui, je l'ai accompagné en audience et puis j'avais préparé les dossiers, quoi. J'avais préparé la défense du truc et tout. Donc, il y a une partie du taf. C'était ce qui me plaisait le plus d'ailleurs dans ce poste. Et quand les clients, c'était des pharmacies, pardon, quand les clients, c'était des pesticides, par exemple, est-ce que ça te crée un problème moral? Ouais, un peu, ça me crée un peu un problème moral. Après, enfin voilà, moi j'étais déjà contente de faire du contentieux, c'était ce que j'avais dans Donc oui, ça me pose un problème moral et à la fois c'est pas pour ça que je suis partie quoi. C'est pas parce que j'avais un problème. Je suis partie pour faire plus de ça. Euh, et voilà. Mais enfin, en vrai, quand j'y repense a posteriori, moi je m'entendais bien avec mon boss qui m'appréciait et qui appréciait mes qualités professionnelles et tout. Je m'entendais très bien avec mes co-bureaux, Caroline Savoie et Sébastien, on s'entendait juste vraiment très bien. Et c'était chouette. Après, quand j'y réfléchis a posteriori, surtout, je me dis, mon boss, c'est vrai qu'il n'avait pas vu venir cette histoire du fait que je parte. Parce que du coup, j'ai cherché pour aller ailleurs, pour faire plus de contentieux. Et là, pareil, les choses sont allées en fait assez vite. J'ai déjeuné avec un pote qui m'a dit ah, mais tu devrais envoyer ton CV à telle recruteuse. Et il se trouve que cette recruteuse m'a tout de suite reçue en rendez-vous parce qu'elle cherchait effectivement pour une équipe. Et voilà, et peut-être quelques semaines plus tard, j'ai été recrutée pour cette équipe et je posais ma dème. Enfin voilà, donc les choses sont encore une fois allées assez vite. Donc, t'es passée dans un autre cabinet. Donc je suis passée dans un autre cabinet. Mais toujours en droit de la santé. Toujours en droit de la santé, toujours côté industrie pharmaceutique. Donc là, cette fois, je faisais du contentieux pur, vraiment de la responsabilité produit défectueux, dans un cabinet dont j'avais entendu du bien. Et pour moi, c'était le job de ma vie. Enfin, vraiment, c'était le truc auquel je pensais depuis un peu depuis que j'avais commencé à faire à la fac, en fait. Quand je me disais je ferais du droit pharmaceutique, c'est vraiment à ça que je pensais. Puis en fait, dans ce cabinet, ça s'est pas bien passé. Je l'ai senti assez vite que c'est... Enfin voilà, ça se passait pas bien, on filait pas de taf, il y avait pas de fit avec l'équipe. Parce que t'étais junior? Je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses, un mélange d'une équipe qui délègue... avec un boss qui délègue peu. Et puis ensuite, le fait est que moi, ça a vraiment déclenché tous les mauvais mécanismes chez moi. Et donc, je suis vraiment rentrée dans un mauvais cercle vicieux. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, on me donne pas de taf. Mais du coup, ça doit vouloir dire que je suis nulle. Et donc, je perdais confiance en moi. Et donc, ce qu'on me donne, les trucs qu'on me donnait, qui en plus étaient... mon boss dirait pas ça, mais pour moi, c'était des trucs que je faisais quand j'étais stagiaire, quoi. Donc, intellectuellement parlant, je m'y retrouvais pas trop. Du coup, je me disais, du coup, on me donne des trucs nuls. Mais moi, je me disais, du coup, c'est que je dois être nulle. Et donc, je perdais confiance en moi. Et donc, je faisais mal le travail qu'on me faisait. Enfin, je suis vraiment rentrée dans un cercle vicieux extrêmement négatif. Puis vraiment, j'étais assez désespérée par cette histoire de pas être assez occupée. En fait, on me donnait pas assez de taf. Et ça, pour moi, c'est... Ouais, moi, j'ai quand même besoin d'avoir une charge de travail. Et donc ça s'est pas bien passé dans cette équipe. Et j'ai assez vite senti qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que là, je perdais confiance en moi. J'apprenais rien. Ou j'apprenais... j'apprenais rien. Et voilà, il n'y avait pas de fit, quoi. Et donc, je suis un peu rentrée dans une période où je me suis dit, ok, je viens juste d'arriver dans ce cabinet, c'était le job de mes rêves, qu'est-ce que je vais faire? Et après, moi, je pense que je peux être un peu autruche pendant un moment. Par exemple, je pense que j'ai été autruche pendant longtemps, pendant mes études de droit et mes stages et tout. Je me suis jamais posé la question de, est-ce que je m'y retrouve, en fait? Est-ce que ça me plaît à moi? Est-ce que le travail, concrètement, ce que je fais, est-ce que ça m'intéresse et tout? Mais par contre, quand je commence à faire tomber les dominos, c'est-à-dire que les choses tombent très vite. Et je suis vraiment rentrée dans ce truc où je me suis dit, bon alors du coup, où est-ce que je vais après? J'ai fait le conseil en pharma dans tel type de cabinet. Bon, ça s'est bien passé avec l'équipe, mais intellectuellement, je ne me retrouvais pas. Là, en fait, voilà, ça se passe pas bien avec l'équipe. Il faut que je parte, mais pourquoi faire? Et j'ai un peu remis toutes les cartes sur la table. C'est-à-dire que je me suis dit, bon alors, est-ce que je pars dans un autre cabinet pour faire la même chose? Est-ce que je passe dans une structure différente en termes de taille, peut-être plus petite, pour voir si j'allais avoir plus d'autonomie peut-être sur les dossiers? Est-ce que je continue à faire du droit de la santé, mais plus je vais côté patient ou côté médecin et pas côté labo? Est-ce que je change de spécialité carrément?
Je me suis même renseignée sur un diplôme universitaire de violence faite aux femmes, qui était un truc euh, euh, sur plusieurs matières, avec un mélange de psychologie, de droit et de médecine, un truc comme ça. J'ai fait un reportage là-dessus, il a été écrit il y a 2-3 ans, c'est ça? Je sais plus quand est-ce qu'il a été créé, mais j'avais lu un article sur Elle, dans Elle en fait, dessus. Et, et donc j'ai un peu mis tout ça sur la table. Puis ensuite, il y a eu un peu une conjonction des étoiles qui fait que je me suis retrouvée. On m'a demandé de faire une recherche, je crois, en procédure civile pour le cabinet. Puis en même temps, j'ai un client personnel qui m'a posé une question pour son dossier. Puis je me suis rendu compte que cette recherche, en fait, elle m'intéressait pas. Que mon dossier perso, j'avais pas envie de m'en occuper. Et il y a eu autre chose aussi. Je crois que j'avais lu un article dans Dalloz Actualité qui était censé être un truc révolutionnaire en droit de la propriété privée. Et j'avais lu, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie, quoi. Et là, je me suis dit, non, c'est pas normal que même mon dossier perso, mon client perso, donc là, c'est pour mon activité à moi, ça m'intéresse pas. En fait, j'ai pas envie de m'en occuper. Et que ce que je lis là en droit, bah, ça m'intéresse pas non plus. Et ça a été un peu un élément déclencheur où je me suis dit, bah, en fait, le problème, c'est pas l'équipe, c'est pas le conseil, c'est pas le contentieux. Le problème, c'est que la matière même que je travaille, le droit, je crois que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus, en tout cas. C'est plus mon truc, quoi. Et c'est plus ce avec quoi j'ai envie de travailler. Et donc là, je me suis dit, c'est pas une histoire de droit pénal, le truc de machin, parce que quand on est pénaliste, ben, on manipule quand même la procédure pénale et le droit pénal. Et pareil pour toutes les matières, en fait, et quel que soit son client. On peut exercer le métier d'avocat de plein de manières, mais le fait est que ce qu'on vend, c'est quand même une prestation de service juridique. Donc, moi, c'est me rendre compte qu'en fait, le droit était un problème, c'était déjà quand même éliminer pas mal de choses, quoi. Enfin, en tout cas, me dire, ben du coup, avocat, ça va pas, et puis aussi, juriste en entreprise, ça ne va pas non plus, ce sera pas pour moi. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit, bah en fait, mais tout ça, ça s'est fait. Enfin là, je te raconte ça en accéléré, mais cela dit, même la prise de décision a été en accéléré, parce que en 2 mois, 3 mois, j'ai fait tomber les dominos, quoi. C'est-à-dire que tu réalisais à ce moment-là que tu t'étais trompée de voie depuis le début. Mais alors, je sais pas si depuis le début, je sais pas si depuis le début, mais le fait est, je réalisais qu'en fait, aucun de mes stages, vraiment, intellectuellement parlant, à aucun moment dans mes stages, je me suis dit « Ah là là, mais vraiment, j'adore ce que je fais. » Chose que je m'étais dit, par exemple, en Hippocagne. Hippocagne, intellectuellement parlant, j'adorais. C'était hyper enrichissant, vraiment. Enfin, moi, j'avais aucun enjeu pour l'Hippocagne parce que je savais que j'allais pas faire Cagne, mais je bossais, c'est-à-dire que vraiment, comme une folle, parce que j'adorais ça. Et, et j'ai été 2e et 3e au concours blanc, quoi. Enfin, je veux dire, et j'ai jamais, en fait, ressenti ça, sauf peut-être en droit administratif quelquefois, et enfin vraiment très occasionnellement sur des exercices ponctuels à la fac. Mais en stage, à aucun moment je me suis dit, oh là là, vraiment, je suis complètement absorbée par ce truc, j'adore, quoi. Et est-ce que depuis, tu t'es posé la question de si c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais fait Ouais, bien sûr. après l'Hippocagne? Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que j'aurais fait? Je pense que j'aurais fait droit philo plutôt que droit français-espagnol. Quand même du droit parce que ça m'intéressait, donc je pense que ce serait pas à jeter. Mais en tout cas, pas droit français-espagnol parce que j'ai pas. En fait, j'ai fait du droit en France et du droit en Espagne. Mais moi, ce que je trouve hyper intéressant dans les doubles cursus, c'est quand on apprend 2 manières de penser. Et là, j'ai appris la même manière de penser, mais dans 2 langues différentes, en fait, globalement. Ce qui n'est pas la même chose, par exemple, en droit allemand et droit français, parce que le système juridique allemand n'est pas le même. Pareil avec le droit anglais. Donc moi je pense que j'aurais fait droit philo parce que j'adorais la philo et que je pense que j'aurais vraiment aimé approfondir ça et après surtout si ça a été à refaire j'aurais aimé me poser plutôt la question de en fait tirer les conclusions de mes expériences, c'est-à-dire terminer l'expérience et me dire ben là j'ai aimé ou j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé et prendre des décisions en conséquence. Et typiquement le droit, je pense que j'aurais pu après ma 4e année de droit, c'est-à-dire à la fin de ma maîtrise en droit français-espagnol, j'aurais pu déjà me dire, en fait, intellectuellement parlant, le droit, ça m'ennuie quand même un peu, quoi. Parce que j'étais vraiment pas passionnée par les matières, même d'un point de vue théorique et tout. Donc là, j'aurais peut-être pu bifurquer et finalement faire autre chose. Mais bon, c'est très difficile quand même de se dire ici. Enfin, je trouve ça compliqué. Ça se trouve, du coup, j'aurais jamais été avocate si j'avais fait droit philo. Bon, j'en sais rien. Donc tu prends conscience de cette... Bon, tu prends conscience de tout ça. À quel moment tu passes le cap de donner ta démission? Et est-ce que ça nécessite du courage parce que entre la réalisation et le fait de, voilà, de passer le cap, de rendre les choses effectives, est-ce que ça a été difficile?
Ouais, bah alors déjà, il a fallu que je l'accepte moi, pour moi-même. Je remets ça dans un contexte où moi, j'allais vraiment pas bien. C'est-à-dire que j'avais perdu toute confiance en moi, dans ma tête, j'étais nulle, enfin voilà. Et, euh, et en fait, je me suis dit, et puis surtout dans ma tête, je me disais, bon, ok, je me reconvertis, mais, alors déjà, je savais pas vers quoi. Je me reconvertis, mais il faut que je fasse ça de manière progressive pour qu'à aucun moment je gagne pas d'argent en fait. Donc il faut que je travaille et que je me reconvertisse en même temps que je travaille. Mais le truc c'est que ça se passait pas bien dans mon cabinet, dans le cabinet où j'étais. Et donc je me voyais pas du tout rester là-bas. Parce que vraiment c'était contre-productif, enfin voilà, ça n'avait pas de sens. Et à la fois, ben, je me voyais mal candidater dans des cabinets ou même dans des entreprises pour être juriste, sachant que je savais que j'allais faire autre chose. Je trouvais ça pas loyal en fait. Moi je vais pas passer des entretiens dans une équipe qui potentiellement me recrute, enfin, qui me recrute, qui fait un investissement donc sur moi en me recrutant, et en faisant genre j'ai envie de rejoindre votre équipe et d'apporter de la valeur, et voilà. Alors qu'en vrai tout ce que j'ai envie c'est d'être là, de faire mon taf et puis de réfléchir à autre chose et puis ensuite de claquer madame pour faire autre chose quoi. En fait je trouvais ça pas loyal. Enfin voilà. Donc je me suis rendu compte que là ça n'allait, j'allais pas pouvoir faire ça quoi. Enfin j'aurais pu le faire mais j'aurais été en désalignement par rapport quand même à une histoire d'honnêteté quoi. Puis c'est quelque chose que j'avais un peu fait du coup dans ma première collaboration, prendre un poste tout en sachant que ça allait pas être le poste de ma vie, et franchement j'avais trouvé ça difficile de démissionner. Mon boss il m'avait dit mais pourtant j'ai été claire dès le début sur le fait que c'était plus du conseil que du contentieux, et moi j'avais un peu tenu la face en mode ben ouais mais bon c'est comme ça, c'est un peu un jeu de requin, on prend ce qu'il y a et puis ensuite on se barre et voilà. Mais en vrai je trouve pas ça hyper correct parce que il a quand même misé sur moi, il a pris du temps pour me former et tout. Donc enfin voilà, j'irai pas jusqu'à dire que je regrette de l'avoir fait, mais je pense que quand même dans un monde idéal c'est pas top de rejoindre une équipe en sachant qu'on a un autre projet en tête et que donc du coup il y a eu ça. Et ensuite, alors là où je suis quand même très contente j'ai eu un bon réflexe en fait. Et je me remercie assez régulièrement d'avoir eu ce réflexe. C'est que je me suis dit, bon, qu'en fait là je suis paumée. Je sais que je quitte la profession, que je change tout, mais je sais pas pourquoi, donc il faut que je me fasse aider. Donc j'ai fait, et là j'ai tout misé, c'est-à-dire que j'ai dit, ok, donc je vais faire un bilan de compétences, donc j'ai fait un bilan de compétences. J'ai fait un truc qui s'appelle Fais le bilan calmement, qui est un programme de Switch collectif dont j'ai parlé dans d'autres épisodes, qui est un peu un bilan de compétences, mais version 2.0, collectif, enfin, qui sont un peu toutes les questions qu'on doit se poser quand on veut repenser sa carrière professionnelle pour savoir un peu où est-ce qu'on va aller. Donc j'ai fait ça. Et je suis sortie de là déjà avec des pistes qui allaient vers les ressources humaines. Mais tout en continuant ton activité au cabinet. Ouais, donc en fait là, c'est vrai qu'effectivement, je me suis dit, là où il y a eu un déclencheur pour moi, c'est que un vendredi soir, je suis allée chez ma psy, après une semaine horrible au cabinet, enfin, que moi j'ai vécu comme horrible au cabinet. Et elle m'a dit, et en fait elle m'a dit, elle m'a filé des espèces de petits comprimés de phytothérapie pour genre le sommeil et aller mieux quoi, globalement. Genre des antidépresseurs mais version phytothérapie parce qu'elle est psychologue et pas psychiatre donc elle peut rien prescrire. Et là je me suis dit non mais en fait c'est pas possible. Enfin moi, mon frère il est décédé, il s'est suicidé après une dépression. Moi, c'est pas possible, le travail ne vaut pas la peine en fait. Je peux pas être malade, je peux pas être triste, je peux pas pleurer à cause de mon taf. Enfin voilà, pour moi c'était un no-go quoi. Et donc ça a été un vrai élément déclencheur parce que je me suis dit bon là c'est pas juste que je vais tenir tant bien que mal dans ce cabinet en attendant de trouver autre chose, c'est qu'en fait il faut que je parte. Parce que ça me rend malheureuse et que là c'est contre-productif. Et j'ai eu ma mère au téléphone ce soir-là et je lui ai expliqué que j'allais pas bien et tout, et elle m'a dit écoute, vraiment, si ça va pas, ben nous, on t'aidera pendant ta transition. Et ça a été un énorme soulagement parce que là, je me suis dit, ok, donc ben voilà, ils sont là, c'est cool, ils me supportent, ils me soutiennent. Et du coup, mon challenge, c'était, donc ça, c'était en janvier, mi-janvier, je crois. Et là, je me suis dit, donc, faut que je tienne pour pouvoir faire la jonction avec l'été. Financièrement parlant, c'était un peu ça dans ma tête, quoi. Faut que je fasse la jonction avec l'été. Peut-être que l'été, voilà. Donc du coup, ça voulait dire... Pardon, avec cette obsession quand même de l'autonomie financière, parce qu'en fait, vous cotisez pas du tout pour le chômage, donc en fait, vous, en tant qu'avocat, vous avez le droit à rien. C'est pour ça que pour toi, c'était stressant aussi. Ouais, t'avais beau avoir travaillé depuis plusieurs années, en fait, t'avais le droit à aucune indemnité de chômage.
Ouais, donc déjà, j'avais le droit à aucune indemnité de chômage. Et puis en plus, enfin, ça, c'est une double absence de précaution, mais en plus, moi, comme dans ma tête, j'allais être avocate en droit pharmaceutique toute ma vie et que j'étais sur des rails et globalement, je m'inquiétais pas du tout pour mon employabilité, et ben, enfin, j'étais assez cigale, quoi. Enfin, cigale. J'étais pas endettée, mais je mettais pas de côté en me disant, bah du coup, comme j'ai pas l'assurance chômage, au cas où je dois changer de vie, faut que je me fasse un coussin de sécurité. Et bon, plus jamais je fais ça, quoi. Mais donc du coup, ben, effectivement, j'avais cette insécurité financière qui venait. Après, enfin, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des parents qui peuvent m'aider et tout. Mais c'est vrai que c'était une préoccupation dans ma tête. Et donc ma mère, elle a levé cette préoccupation, quoi. Donc là, ben, je m'étais dit, il faut que je tienne avec l'été, plus en... je sais pas trop pourquoi je me suis dit ça. Je pense que c'est une histoire de cycle. Je me disais que ça me permettait de voir venir un peu, de me réorganiser dans ma tête. Et Donc, t'as donné ta dème. donc j'ai donné ma dème, mais j'ai donné ma dème 3 mois plus tard. Donc il fallait que je tienne 3 mois avant de donner ma dème. Et puis ensuite, c'était mon préavis, donc ça allait être un peu officiel. Et en fait, c'est pour montrer à quel point, enfin, je veux dire, c'était dysfonctionnel en fait. C'est que moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, je donnerai ma dème fin mars. C'était mon objectif, tenir jusqu'à fin mars. Et d'ici là, je fais mes bilans de compétences, mes trucs, mes machins. Et puis surtout, je m'économise au cabinet. Ça y est, il n'y a plus d'enjeu, je sais que je pars. Au pire, on me vire. De toute façon, voilà. Et donc j'ai fait, mais je ne conseille pas du tout à qui que ce soit de faire ça, hein, parce que voilà, moi, ça s'est fait dans un certain contexte. Mais en fait, j'ai complètement levé le pied. C'est-à-dire que j'ai arrêté de demander si je pouvais faire quelque chose matin et soir. Parce que moi, j'avais ce problème de sous-charge de travail, quoi. Et donc je demandais qu'est-ce que je peux faire pour vous et tout machin. Puis là, j'ai dit, bah, en fait, je vais arrêter de le demander. Et donc, j'étais hyper passive. C'est-à-dire que quand on me donnait du taf, ben, je le faisais. Plus ou moins bien, souvent moins, parce que du coup, j'étais quand même pas hyper bien dans mes pompes et dans ma tête. Donc moi, je peux pas faire du bon travail quand je suis pas bien dans mes pompes et dans ma tête. J'ai un respect immense pour ceux qui y arrivent, vraiment. Mais bon, voilà. Le fait est qu'on m'a pas virée, ce que jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Et surtout, que quand j'ai posé ma démission, donc là, c'était un moment hyper difficile pour moi parce que c'était poser ma démission de ce cabinet, mais aussi de toute une profession qui avait été mon objectif pendant des années. Donc j'étais complètement perdue, j'étais en pleurs quand j'ai annoncé ma démission. Enfin, bref. Et mon boss m'a dit, mais pourtant, j'avais l'impression que depuis 3 mois, que vous aviez regagné en motivation. J'en reviens toujours pas que c'est l'impression que ça a donné, quoi. Mais bon, je pense que c'est très... ça démontre beaucoup de choses en fait sur... Mais voilà, et donc du coup j'ai tenu ces 3 mois en m'investissant en fait dans ma reconversion professionnelle, sur ma réflexion et mon introspection, en bossant, enfin voilà, au cap quoi. Et puis ensuite, il y a eu mes 3 mois de préavis et là, enfin voilà, là c'était pour le coup, ils m'ont foutu une paix royale. Enfin vraiment, j'ai pu... Enfin, je leur rendais service comme ça quand ils avaient un besoin de moi et qu'ils me demandaient, voilà, je le faisais, mais effectivement, ils m'ont vraiment foutu la paix, quoi. J'ai pu me concentrer sur autre chose et donc ça a été assez light, en fait, ce premier semestre 2018. Et du coup, ce bilan de compétences, qu'est-ce qui en est ressorti? Eh ben... Alors donc déjà ça a été un peu une découverte du concept de l'introspection pour moi. Donc il en est ressorti, c'était hyper dur, hein, c'est hyper dur un bilan de compétences. Enfin le bilan de compétences que j'ai fait un peu officiel, les tests de personnalité et tout, j'ai eu rien découvert de fou. Par contre Switch Collectif ça a été plus révélateur de plein de choses. Et y a eu des exercices hyper chouettes dans Switch Collective. On fait un 360 où on demande en fait à son entourage, à des personnes de son entourage en qui on a confiance de répondre à des questions sur nous. Et donc voilà, je sais pas, ils ont souvent souligné l'écoute, la bienveillance, la rigueur intellectuelle, les qualités d'analyse, la détermination. Enfin voilà, ils ont souligné des choses comme ça. Et donc j'ai un peu pris conscience de certaines choses à ce niveau-là. En fait, surtout, le bilan de compétences, il en est ressorti des choses en termes de conclusion de qu'est-ce que j'aimais faire et ce vers quoi j'allais aller. Mais surtout, ça m'a permis de regagner confiance en moi. De regagner confiance en moi, en fait. De retrouver un regard plus bienveillant et valorisant envers moi-même. Donc ça a été un gros plus. Parce que je me suis dit, en fait, je sais faire des choses.
Enfin voilà, il y a des choses que je sais faire et que je sais bien faire. J'ai des qualités qui sont reconnues par des gens autour. Moi, j'avais demandé à ma sœur, à une ancienne collègue, à une ancienne co-stagiaire et à 2 amis de fac, mais qui m'ont jamais vu en situation de travail. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu un mélange de personnes qui m'ont vu ou pas en situation de travail ou en situation d'études. Donc, donc il en est ressorti déjà ça, de regagner confiance en moi. Et ensuite, à Switch Collective, on part en se questionnant sur son pourquoi, quoi, comment. Donc le pourquoi, c'est un peu le sens, les choses qui ont du sens pour nous et sur lesquelles on a envie de plancher. Le quoi, c'est du coup, qu'est-ce qu'on fait globalement, un peu le métier, enfin, ou la branche de métier. Et le comment, c'est dans quelles conditions, ne serait-ce que des conditions matérielles. Est-ce que c'est en CDI ou en freelance? Est-ce qu'on, voilà, à l'extérieur, pour les gens qui aiment être dans la nature, ou plutôt en bureau, etc. Donc moi, ça m'a permis un peu de faire le point là-dessus. Et mon pourquoi, c'était de remettre l'humain au centre du management. Et en fait, surtout, je me suis rendu compte que moi, ça faisait des années que je m'intéressais beaucoup à des choses qui relèvent de la RH, en fait, aux organisations de travail, tout ce qui est vraiment modèle d'organisation innovant, aux problématiques de management, que dans tous mes stages et mes collabs, j'avais vachement été dans l'observation de pourquoi est-ce que des équipes ou des organisations fonctionnent bien ou pas, et de petites choses en fait qui pourraient permettre, en termes de management ou d'organisation, qui pourraient permettre d'améliorer la situation. Alors les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, hein, et puis moi quand je me suis retrouvée dans cette situation, j'ai mis beaucoup de temps en fait à décrypter ce qui m'arrivait, et voilà. Mais en tout cas, c'était des choses qui m'intéressaient depuis très longtemps. Et en fait, je savais pas que c'était un métier. Mais encore une fois, j'ai drastiquement manqué de curiosité pendant des années. Parce que moi, comme je voulais être avocate, je me suis jamais intéressée à ce qui existait d'autre comme métier. Donc là, j'ai découvert que ça, c'était un métier. Les problématiques de bien-être au travail, c'est beaucoup plus large que ça, en fait. Mais globalement, d'organisation performante, ce qui passe en réalité par de l'engagement et du bien-être au travail. Et que ça relevait des ressources humaines. Pour moi, ressources humaines, ça voulait dire contrat de travail et relations sociales. Enfin, j'étais vraiment dans une vision plus administrative et syndicale. Et j'ai découvert tout un autre pan des ressources humaines. Et donc voilà, il y a eu ça. Mais après, c'est un peu fouillis tout ce que je raconte, mais j'avais repéré, comme j'avais senti quand même qu'il y avait ce domaine qui m'intéressait. Je sentais qu'il fallait, enfin en tout cas, j'avais l'impression qu'il allait falloir que je reprenne des études. Je savais pas trop vers quoi, mais le fait est que j'avais postulé un master spécialisé à HEC en développement durable et innovation sociale. Parce que le développement durable, ça m'intéresse, et l'innovation sociale, du coup, ça m'intéresse. Parce qu'en fait, c'est ça l'innovation sociale, c'est les nouvelles formes de travail et d'organisation sociale et tout. Mais ça restait assez large, sachant que moi, je n'avais pas encore vraiment précisé le curseur. Et j'ai été admissible, j'ai passé un entretien, et en fait, j'ai pas été admise. Ça a été dur aussi, parce que pour moi, c'était un peu un truc qui me ramenait de la certitude, quoi. Et bon, a posteriori, mais vraiment, heureusement que j'ai pas été prise, parce que ça n'aurait pas correspondu, et surtout, mes idées se sont précisées après, et j'ai eu un truc qui est beaucoup mieux, et donc c'est génial. Mais voilà, il y a eu ça, tu vois, en plus. C'est-à-dire que j'ai postulé à ce truc, j'ai été admissible, ensuite j'ai pas été prise. Au début, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas été prise. En plus, ils donnent pas d'explication personnalisée, donc on est un peu là, sans feedback sur qu'est-ce qu'on peut améliorer ou pas. Et voilà. Je sais plus trop par rapport à ta question initiale. Si, non, ma question c'était où est-ce que ça t'a amené ce bilan de compétences? Donc, du coup, aujourd'hui, t'en es où? En fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie vers les ressources humaines. J'ai été prise à Sciences Po un master exécutif en ressources humaines. Donc là, qui a commencé en janvier. Et ce qui est cool, parce que du coup... Donc là, tu as repris tes études. Donc là, j'ai repris des études, mais c'est 3 jours par mois, parce que c'est un master exécutif. Donc ça me permettait de travailler en parallèle. Parce que moi, je me disais, du coup, je vais intégrer, je sais pas, une direction des ressources humaines quelque part. Puis je suis partie, donc j'ai fini ma collaboration fin juin. Ensuite, juillet, août, j'ai fait un road trip en France. Je suis allée voir des amis et de la famille dans ma petite voiture, c'est trop bien. Et puis, entre-temps, au printemps, en fait, j'avais eu l'idée du podcast Fleur d'avocat, où je m'étais dit, en fait, il y a ces problématiques ressources humaines qui m'intéressent. Moi, je viens du milieu des avocats. Chez les avocats, il y a beaucoup de malheur, en tout cas de personnes qui sont pas hyper épanouies
d'un point de vue plus humain dans leur métier, qui aiment ce qu'elles font mais qui s'y retrouvent pas trop. Je veux dire, moi vraiment dans toutes les collaborations où j'ai été, quoi, je voyais quand même beaucoup d'équipes dysfonctionnelles, de collaborateurs qui se plaignent de leur manager, tout ça. Je me disais, mais c'est quand même pas possible. Et puis, dans toute ma réflexion, d'ailleurs, je m'étais fait la remarque que je connaissais très peu d'avocats épanouis. Et il y avait très peu d'avocats que j'avais dans le viseur, à genre plus 5 ans, qui me donnaient envie d'être eux, en fait, tout simplement. Pas de modèle. Ouais, pas de modèle. Et donc, moi, sachant que toute mon année, pendant toute ma période de reconversion, je me suis nourrie au podcast. J'ai binge écouté Nouvelle École, Génération Do It Yourself, Le Gratin, Génération XX, des interviews de personnes hyper inspirantes en termes de vie et d'orientation professionnelle, en fait. Et donc, j'ai un peu fait le croisement entre ça, entre ce média que j'aime beaucoup, cette problématique de ressources humaines chez les avocats, et de ressources humaines qui étaient ceux vers quoi j'allais, et des avocats qui est ceux d'où je venais, et donc un milieu que je connais, et que je connais quand même assez bien par rapport à ces problématiques et tout. Et donc j'ai eu l'idée du podcast, puis je l'ai mise tranquillement en œuvre, et du coup j'ai sorti le premier épisode, c'était le 1er novembre, je crois, la première interview, elle a été diffusée. Et ça... Finalement, est-ce que ton objectif, c'était d'aller chercher les modèles dont tu avais manqué, qui t'auraient peut-être sauvé si tu les avais rencontrés plus tôt? En tout cas, sauvé, qui t'auraient donné envie de rester dans cette profession? Non, je pense que c'était pas ça l'idée. L'idée, c'était de donner des modèles inspirants pour aller chercher, en fait, si j'interviewe des avocats épanouis, ils vont forcément avoir des points communs pour qu'on puisse souligner qu'est-ce qui marche en termes de conditions de travail chez les avocats. En réalité, je pense que c'est pas chez les avocats, mais faire cette recherche spécifique chez les avocats, c'était leur permettre aussi à eux, entre eux, de se dire que c'est pas juste une histoire sectorielle, quoi. Donc en fait, c'était vraiment une recherche ressources humaines, pas pour moi peut-être me dire et si je restais avocate ou si j'allais chercher des modèles, parce que vraiment, moi j'avais identifié que clairement, intellectuellement parlant, le droit, c'était pas ce sur quoi j'avais envie de travailler. Donc non, c'était pas ça, c'était vraiment plus aller chercher des réponses ressources humaines pour pouvoir les appliquer chez les avocats. Mais dans une recherche, vraiment dans une logique purement exploratoire, j'avais pas de projet, quoi. C'était une histoire de curiosité et de... Et qu'est-ce que t'en as déduit alors? Qu'est-ce qui marche? Ah mais qu'est-ce qui marche? Parce que là, t'en es à ton combienième épisode? J'ai diffusé le 15e épisode, la jeudi dernier. Donc t'as entendu 15 histoires différentes? Ouais, dont 3 du coup d'avocats reconvertis. Et qu'est-ce qui marche? Les avocats épanouis, en tout cas ceux que j'ai écoutés, c'est des personnes qui souvent se sont beaucoup écoutées en fait tout au long de leurs études et ensuite de leurs expériences professionnelles, qui ont écouté ce qui leur plaisait, qui sont allés vers ce qui leur plaisait, qui ont tiré des conclusions de leur stage aussi, ça j'aime pas, je vais vers ça, etc., etc. Donc un travail que toi tu n'avais pas fait, moi je n'avais pas fait, exactement. Qui intellectuellement parlant aiment ce qu'elles font. En fait elles aiment le droit, elles aiment la défense, ça les nourrit, ça les rend heureux. Exactement, qui s'y retrouvent. Puis en général des conditions de travail où ils ont pas mal d'autonomie, quand même de l'autonomie et des bonnes relations aussi avec leur équipe. Un manager qui les fait grandir, des bonnes conditions de travail. Je sais pas s'il y a un équilibre vie pro, vie perso, si dans beaucoup de cas, mais par exemple, j'ai un épisode en tête où je pense pas qu'on puisse appeler ça de l'équilibre vie pro, vie perso. C'est quelqu'un qui a énormément bossé, même en termes d'heures et tout, et qui le dit, quoi. Mais c'est vraiment sous-tendu par une passion intellectuelle pour ce qu'il fait et un objectif professionnel qui est sous-tendu par ça. Donc par une motivation, en fait, un but, un driver, quoi. Donc, je sais pas si équilibre vie pro, vie perso, mais en tout cas un équilibre qui se fait par rapport à soi, son type de personnalité, ce dans quoi on a envie d'investir son énergie et ses objectifs, quoi. Voilà, donc c'est rien d'incroyable, en fait, hein. Et donc tu as lancé ton premier podcast en novembre. Quel écho tu as eu? Là, ça fait 3 mois. Quel écho tu as auprès de tes auditeurs? Et qui sont tes auditeurs? Alors, je ne sais pas qui sont mes auditeurs parce que sur les statistiques que j'ai pas les profils des gens.
Donc je ne sais pas qui sont mes auditeurs. Après, j'ai des échos. Il y a quelques auditeurs qui m'écrivent. Et ce qui est top, c'est que... Et puis j'ai aussi des auditeurs que je connais et donc qui me font du feedback. Et ce qui est génial, c'est que ils me disent que ça les inspire, que ça les motive, que ça les rassure. Par exemple, il y a une auditrice qui m'a dit bah, moi j'adore mon métier et ça me fait tellement de bien d'entendre d'autres personnes qui adorent leur métier parce que je suis entourée que de personnes qui se plaignent. Et donc je me sens moins seule et ça me fait du bien de m'entourer de ça. Il y en a d'autres qui me disent que ça leur donne des idées, que ça leur botte les fesses aussi. Qui se disent ah ben en fait il y a des gens qui se bougent et qui innovent et ça leur donne envie d'entreprendre, de réfléchir autrement à leur métier et tout. Donc, franchement, objectif réussi parce que entre ceux qui se disent ah ben j'ai eu raison de choisir telle collaboration parce que j'ai eu un coup de cœur humain avec l'équipe ou j'ai enfin voilà. Ouais, objectif réussi, si ça les inspire, si ça les porte dans une certaine vision de la profession, si ça leur donne des idées. J'ai une... T'avais envie de faire un podcast qui soit utile. Ouais, moi j'avais vraiment envie d'être du côté des solutions. Ça c'est un boss d'ailleurs en stage qui me disait ça, qui me disait Lia Louise, il faut être du côté des solutions. C'est-à-dire enfin vraiment typiquement je me fiche de pourquoi est-ce que ça vous avez pas pu l'imprimer de telle ou telle manière ou j'en sais rien. En fait le pourquoi ne m'intéresse pas, je veux que vous veniez avec une solution et ça m'a vachement drivé après. C'est un truc qui est resté. Alors parfois j'oublie et je dérive par rapport à ça, mais en fait ça m'a vachement marqué ça d'être du côté des solutions. Donc moi ça m'intéressait pas de faire un podcast sur la profession d'avocat qui va mal, le pourcentage ahurissant de jeunes avocats qui quittent la profession avant 10 ans et tout. Ça m'intéressait pas en fait. Moi je voulais vraiment pouvoir donner des clés aux gens pour leur dire ben voilà, eux c'est comme ça qu'ils font, peut-être que vous pouvez vous inspirer de ça et intégrer ça dans vos conditions de travail, votre manière de voir le métier. Ouais, je voulais donner des solutions en fait. Mais pour toi, c'est très transversal. C'est-à-dire qu'en fait, il se trouve que ça parle du métier d'avocat, mais en fait, n'importe quelle profession peut se retrouver à travers ces histoires et ces témoignages. Ouais, je pense. Enfin, c'est pas comme ça que je le market. C'est-à-dire, si tant est que je fasse du marketing, mais en tout cas, c'est vrai que j'assume sans complexe que mon premier public que je veux toucher, c'est quand même les avocats. Après, j'ai eu des retours de personnes qui font d'autres professions sur les podcasts et qui me disent que ça les a inspirées, qu'elles ont aimé et que voilà. Donc c'est cool. Je pense sincèrement que oui, c'est des choses qui se retrouvent toutes professions confondues. Après, il y a d'autres podcasts qui sont plus larges, par exemple en termes de profession et donc, peut-être qu'en termes de temps d'écoute, les gens préféreront aller ailleurs. Mais oui, dans l'absolu, je pense que ce qui fait qu'un avocat est heureux, c'est potentiellement la même chose que ce qui fait qu'un designer est heureux, qu'un commercial est heureux. C'est juste que, voilà, ils font pas la même chose en termes de cœur de métier, mais en termes de conditions de travail et de ce qui fait qu'on s'épanouit, en fait, dans une profession, on s'y retrouve, quoi. Enfin, c'est quand même assez banal d'avoir un boss qui nous fait grandir, d'avoir un contenu qui nous intéresse, d'être motivé par la mission, par l'objectif de ce qu'on fait. Enfin, c'est... Rien de nada del otro mundo, comme on dit en espagnol. Voilà, c'est assez basique, quoi. Et de s'interroger en permanence sur est-ce que je suis bien là où je suis. Oui, et surtout de s'interroger en permanence là-dessus, ouais effectivement. Cette présence à soi, en fait. Et du coup, toi, Lila Louise, aujourd'hui, est-ce que tu es bien là où tu es? Ah ouais, j'adore. Alors, enfin... Non, en vrai, franchement, Fleur d'avocat, ça me fait un bien fou. J'adore le podcast. Et en parallèle, je travaille sur d'autres choses qui m'ont été inspirées par le podcast, dont je parlerai peut-être plus tard. Et je suis trop contente de ce sur quoi je travaille. Et puis Sciences Po, franchement, les cours à Sciences Po, ils sont géniaux. Les intervenants sont de grande qualité et ce que j'étudie, ça m'intéresse énormément. Et donc je suis bien, quoi. Je suis bien. Après, j'ai cette culpabilité quand même que j'essaye de gérer, mais de vivre au crochet de mes parents. En plus, j'attends toujours que la CAF se réveille pour mon RSA. Donc et ne serait-ce que ça, de dire qu'on a RSA. Enfin, c'est marrant parce que l'autre jour, j'étais à un apéro de l'association Young Avotech, qui est une association pour les jeunes avocats qui s'intéressent au legal tech, donc tout ce qui est start-up, qui s'intéresse à des solutions digitales pour le milieu du droit.
Et ils m'ont invitée à leur apéro, donc j'y suis allée. Et puis, je sais pas, à un moment, j'ai dit oui, enfin, faut aussi penser à ceux qui sont au RSA, enfin, des trucs comme ça en termes de cotisation et tout. Puis, il y a une personne dans le groupe qui a dit oui, enfin, mais personne n'est. Enfin, faut peut-être mieux pas en parler des gens qui sont au RSA, ou enfin, genre, c'est pas une option envisagée, quoi. J'ai pas rebondi parce que. Mais c'est vrai qu'il y a ça, quoi. C'est un peu une pression de se dire putain. Il y a toute cette stigmatisation autour de ça. Et puis, enfin, je veux dire, en plus, moi, je viens d'un monde droit des affaires, droit pharmaceutique et tout. Donc, Mais bon, en vrai, j'ai quand même beaucoup de chance. Enfin, c'est une chance inouïe que j'ai de pouvoir avoir une famille qui me soutient pendant cette transition, qui, j'espère, sera pas non plus trop longue. Et de pouvoir me concentrer là sur cette reconversion et de mettre les bouchées doubles pour sortir quelque chose qui fait sens avec ce sur quoi je travaille aujourd'hui et qui puisse aussi me faire vivre, quoi, pour en faire un métier. Donc pour le moment, tu veux pas encore nous dire ce que c'est, parce que tu travailles encore. Ouais, pour le moment, enfin, en fait, je suis encore en train de le définir, quoi. Donc, ça se trouve, quand je diffuserai cette interview, il sera tout paqueté et même les gens en auront déjà entendu parler. Donc voilà, mais non, pour le moment, c'est pas, je sais pas encore assez bien le mettre en mots, en fait, pour pouvoir en parler. Et en tout cas, ce que moi je trouve inspirant dans ce que tu racontes dans ton parcours, c'est que en fait, on peut s'engager dans une voie et en fait, à tout moment, on peut en sortir. C'est-à-dire qu'en fait, la vie professionnelle, c'est pas un tunnel pour lequel on signe pour toujours, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ont le sentiment d'étouffer là où ils sont, en t'écoutant, ils peuvent se dire, ok, c'est possible en fait, à un moment donné, de dire stop, je peux faire autre chose. Ouais, grave. Enfin. Non, mais moi, on m'aurait dit il y a 1 an et demi, que je serais dans la position où je suis actuellement. C'est-à-dire, je travaille pas, je fais un podcast et je réfléchis à lancer un truc à moi. Moi qui me suis jamais rêvée entrepreneuse, par exemple. Bah, j'aurais rigolé, en fait. Vraiment. Ouais, en fait, je pense vraiment que c'est possible. Et puis surtout, c'est aussi pour ça que je fais les épisodes avec les avocats reconvertis. Surtout, il y a plein de choses que j'ai apprises en tant qu'avocate et dans mes études de droit et qui me servent aujourd'hui. J'ai pas tout mis à la poubelle, en fait. J'ai quand même une formation intellectuelle solide. Que je l'applique ou pas, que maintenant je résolve des problèmes en termes juridiques ou pas, j'ai acquis toute une rigueur intellectuelle, j'ai pris toute la connaissance d'un milieu, enfin plein de choses, en fait, l'expression de ses idées, la rédaction, et ça c'est transversal, en fait. Je peux l'utiliser pour le podcast, je peux l'utiliser pour mes futurs projets, enfin, et surtout voilà, je pense que j'ai pris conscience. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en ce moment dans les ressources humaines, puisqu'un peu les ressources humaines du futur, c'est de dire, de toute façon, les métiers n'existent plus. Ce qui existe, ce sont les compétences. Et comme les métiers vont tout le temps changer et évoluer, il faut surtout que les gens se concentrent sur développer leurs compétences plus que développer un métier. Et en fait, voilà, j'ai pris conscience de ça et ça donne vachement confiance en soi, parce que l'idée, c'est de dire, trouvez les choses dans lesquelles vous êtes bon et ce que vous aimez faire, et ensuite, appliquez-les à des choses qui font sens pour vous. Et donc, voilà, si c'est le droit, c'est le droit, mais ça peut être complètement d'autres choses. Et ensuite, les moyens, on les trouve en fonction de ce qu'on veut faire et en fonction des... Par exemple, moi, j'ai assez vite compris que c'était pas le digital dans lequel j'avais des points forts, quoi. C'est-à-dire que j'ai des amis qui m'ont aidé à faire mon site internet WordPress, Anne-Charlotte et Rémi, vraiment, je les remercie infiniment, et qui m'ont fait une petite formation de WordPress pour les nuls pour que je puisse poster mes articles toute seule et tout. Mais dès que je dois faire une modif sur le truc, ça me prend 1000 ans. Enfin, vraiment, je regarde 1000 tutos et je comprends toujours pas. Enfin, voilà, c'est un peu un autre monde pour moi. Bon, voilà, mon point fort, il est pas là-dedans. Par contre, on me dit que je fais des bonnes interviews et je pense que je pense que c'est vrai en plus. Mes interviews, elles sont pas dégueu, sachant que je viens juste de commencer et tout. Et que, enfin, voilà. Et donc, l'idée, c'est se concentrer sur mes points forts et sur les moyens que j'aime mettre en œuvre et pour faire un truc que j'aime, et je pense que ça, je le fais et tout le monde peut le faire, quoi. Donc oui, que ce soit des jeunes avocats ou autre chose, à un moment, vous pouvez vous reconnecter, en fait, à vous, à qui vous êtes et à ce que vous faites bien. Voilà. Parce que tu dis, j'ai lancé mon podcast comme si c'était hyper facile, mais il faut quand même déjà identifier des personnes à interviewer. Il faut faut savoir techniquement comment est-ce qu'on fait de la prise de son. Il faut savoir faire du montage. Faut savoir mettre en ligne tout ça. Enfin, c'est quand même un job, en fait. Ouais, c'est un job. J'ai eu beaucoup de... Enfin, j'ai eu de la chance. Enfin, je sais pas si c'est que de la chance. Je me suis bien entourée, en fait.
Et là où j'ai de la chance, c'est qu'il se trouve que ma sœur est journaliste radiophonique. Et donc, elle m'avait donné des conseils, d'ailleurs que je n'avais pas suivi au début, sur le matériel à utiliser pour faire la prise de son. Elle m'avait dit, ah, mais il faut que tu t'achètes un bon micro-enregistreur. Et moi, j'étais, ah oui, enfin, au début, je vais un peu faire ça à l'arrache, avec des petits micro-cravates que je mets sur mon portable. En fait, j'ai eu des problèmes techniques, j'aurais dû l'écouter dès le début. Mais pareil, pour les interviews, elle m'avait donné des conseils sur voilà, comment m'installer, comment regarder les gens. Elle m'avait dit, un conseil que tu lui avais donné, elle m'avait dit, on peut poser toutes les questions. Et après, la personne voit si elle décide ou pas de répondre, mais si elle veut pas répondre, elle le dira. Donc il faut poser les questions. Et donc j'ai eu de la chance parce qu'elle m'a aidée sur ça, sur la prise de son. Elle m'avait fait aussi une petite introduction au montage. Et puis elle m'avait donné des tips en fait pour faire les interviews. Donc ça, d'une part pour la partie un peu prise de son, interview et tout. Ensuite, le site internet, j'ai eu une chance inouïe d'avoir Anne-Charlotte et Rémi qui ont été webmasters, et qui m'ont fait toute une structure de site internet canon. Donc, et qui m'ont surtout montré comment, les basiques, quoi, comment être autonome sur mon outil. Donc voilà. Et puis j'ai une amie, Clémentine, qui maintenant n'est plus graphiste, mais qui a été graphiste et dont j'aime beaucoup le travail à chaque fois, qui m'a fait mon logo. Donc j'ai un logo qui est propre et j'ai des compliments sur mon logo, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'ai eu de la chance sur le logo. Enfin, en fait, j'ai été bien conseillée, quoi, bien accompagnée. Et après, j'ai eu des bugs. Par exemple, les podcasts, il faut les héberger sur un hébergeur de podcasts pour ensuite pouvoir les mettre sur iTunes et tout. Et j'ai mis 1000 ans à comprendre en fait comment ça allait fonctionner. C'est-à-dire que j'étais allée sur iTunes et j'avais vu qu'il fallait un fil URL, on dit pas ça, un fil, enfin bon bref, un URL, un fil RSS, voilà. Mais il fallait un flux RSS mais il fallait que ce soit /podcast/épisode. Et moi j'avais compris ce que c'était qu'un flux RSS. Je pars de très loin, je sais. J'avais compris ce que c'était qu'un flux RSS, mais je comprenais pas comment on pouvait modifier un flux RSS en fait. Et du coup, j'avais complètement fait l'autruche sur ce truc. Je l'avais mis sous le tapis en me disant oh là là, c'était devenu mon monstre. Mais au bout d'un moment, pour diffuser, il fallait que je. Donc voilà. Et j'ai fini par comprendre en furetant sur le site d'autres podcasts qu'il y avait des hébergeurs de podcasts comme Libsyn et Pipa par exemple. Et ensuite, en fait, j'ai comparé les sites. Je comprenais pas trop les différences techniques entre les deux. Et donc, j'ai pris Pipa parce que c'est celui qui a la FAQ la plus simple et la plus claire. et donc, voilà. Donc, il y a des moments où j'ai eu des petits bugs, mais globalement, en fait, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que comme j'ai été bien entourée et j'ai eu des bons conseils, donc j'ai pu lancer le truc sans trop de difficultés techniques. Et voilà. En tout cas, avec Fleur d'Avocat, tu t'es aidée toi-même et puis maintenant, tu essayes d'aider les autres. Ouais, grave. De toute façon, je pense qu'on aide vraiment les autres que quand on s'aide soi-même d'abord, quoi. C'est-à-dire que je pense que aider les autres quand soi-même on n'est pas bien, c'est quand même compliqué. Enfin, ça demande une capacité de dissociation qui est grande, quoi. Et en tout cas, moi, je pense que je l'ai plus. Peut-être que je l'ai eu un moment, mais je pense que je l'ai plus, cette capacité de dissociation. Donc ouais. Et juste de précision, là, il faudra du coup que tu fasses des raccords pour aller remonter ça plus haut éventuellement si tu veux le garder. Parce que c'est des choses que je me suis posé comme question après coup. L'Argentine, à 15 ans, pourquoi et comment? Ah, alors, en fait, j'ai grandi dans une famille où les échanges culturels étaient une évidence, quoi. Ma mère a fait un an en Californie quand elle avait 16 ou 17 ans, donc à la fin des années 70, avec une association qui s'appelle AFS. Et ensuite, quand mon frère et ma sœur étaient grands, enfin au lycée, du coup, ils sont eux-mêmes partis, mon frère aux États-Unis et ma sœur en Australie, pendant 6 mois et 1 an. Pendant ce temps-là, et donc moi, comme ils ont 8 et 10 ans de plus que moi, en fait, 9 et 10 ans de plus que moi, mon frère et ma sœur. Moi, j'étais toute petite, j'étais en primaire, collège. Et nous, pendant ce temps-là, on avait reçu... en fait, on a reçu plein d'étudiants étrangers. Donc, on a reçu une américaine, une slovaque, une allemande, une australienne, une autre américaine. Pendant 1 an, en fait. Donc, moi, j'ai grandi avec des grandes sœurs, parce que je crois qu'on n'a pas eu de garçons. Enfin, on en a eu un, Brian, mais j'étais déjà au lycée. Mais moi, j'ai grandi avec des grandes sœurs étrangères, quoi. Et avec ma sœur qui part et mon frère qui part. Enfin, c'était une évidence, quoi. Donc, du coup,
Moi, dès que j'ai pu partir, c'est-à-dire à 13 ans, je suis allée au Canada pendant 3 mois en famille d'accueil. Et ensuite, à 15 ans, je suis allée en Nouvelle-Zélande en famille d'accueil aussi pendant 2 mois. Puis dès que j'ai pu partir 1 an, je suis partie. Et puis comme je parlais déjà anglais, du coup, je suis allée en Argentine parce que je voulais apprendre l'espagnol. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ta classe de troisième là-bas? Alors du coup, l'Argentine, c'était pas la troisième. La troisième, c'était la Nouvelle-Zélande. L'Argentine, c'était entre ma première et ma terminale. Donc c'était une année une année de césure, en fait, au lycée. Parce que ce que j'ai fait en Argentine n'était pas reconnu par l'éducation nationale en France. Donc je suis revenue, en fait, et j'ai recommencé ma terminale. Mais ouais, j'ai passé 1 an entre ma première et ma terminale en Argentine en famille d'accueil. C'était trop bien. Et une deuxième précision, tu parlais de quand tu as eu le sentiment d'être très déprimée par ton travail au moment de ta deuxième collaboration. Ouais. Troisième en vrai, Ouais. ta troisième collaboration, tu t'es dit oh là là mais là en fait je suis en train de déprimer et t'as parlé de ton frère, t'as dit que lui il s'était suicidé parce qu'il était dépressif. Est-ce que et t'as dit on peut pas être déprimé à cause de son travail. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est-à-dire que est-ce que tu veux dire que la dépression voilà c'est une maladie et que avoir vécu ce drame familial ça te faisait prendre conscience du fait que le travail c'était une chose qui était anecdotique et que ça devait pas nous rendre malheureux, ou est-ce que tu avais le sentiment que vis-à-vis de ton frère, il avait traversé des choses tellement difficiles que tu voulais pas prendre la même voie, enfin qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, c'est un mélange de tout ça, en fait. C'est-à-dire que... Pardon, je suis un peu émotive quand j'en parle, mais... T'es pas obligée d'en Non, parler. non, Comme mais... t'as dit, si j'ai le droit de poser les questions, t'as le droit de. En fait, ce qui a plongé mon frère dans sa dernière dépression, je pense, enfin dans la dépression qui l'a mené au suicide, c'est un conflit au travail, en fait. Et sachant que, enfin voilà, je pense qu'il avait jamais vraiment, lui pour le coup, trouvé sa voie ou une façon d'exercer son métier qui lui donne confiance en lui pour le coup. Et voilà, et donc, enfin, je pense que c'est un mélange de tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que moi, voilà, mon frère s'est suicidé. Je pense que, enfin, effectivement, il fallait que j'en tire des conclusions, quoi. C'est-à-dire que c'est pas... Je sais pas trop comment formuler les choses, mais... Est-ce que peut-être tu peux expliquer plus précisément quand tu dis c'est un conflit au travail qui l'a mené à sa dépression, est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé? Ben, j'ai pas non plus les méga détails, parce qu'il était assez secret là-dessus, mais je crois que... Enfin, c'est une histoire de contrat qu'il était censé faire quelque part, et où finalement il n'a pas été pris. Et donc du coup, alors qu'on lui avait un peu promis... Enfin, franchement, c'est assez nébuleux, quoi. Mais le fait est que ça a été un conflit là, euh, qui s'est très mal géré, je pense, en termes de communication entre lui et cette personne au boulot. Et ensuite, ben voilà, ensuite du coup, ça l'a mis dans une situation d'insécurité financière, enfin par rapport à, voilà, à son taf. Et puis, ben, il est rentré dans une dépression, bon, là, beaucoup plus globale, quoi. C'est-à-dire un peu, je pense qu'il a refait un peu le tour de sa vie en se disant qu'il avait fait que des échecs et qu'il n'y avait pas de voie de sortie, quoi. Globalement, qu'il était fini et que voilà. Euh, Donc ça, c'est quelque chose quand même que j'avais en tête. C'est-à-dire, enfin, ouais, je sais pas, enfin, je refuse en fait de me dire que le travail amène à ça, quoi. Et ensuite, bah oui, moi enfin, je pense que, enfin, moi, mon travail en fait après la mort de mon frère, ça a été vraiment, et c'est là où ça m'a beaucoup fait grandir en fait cette histoire, c'est que quand j'ai dit que j'avais beaucoup changé depuis le lycée, que j'étais moins rigide et tout, déjà, je pense que j'ai fait un gros travail d'empathie parce que enfin, j'avais qu'une façon de comprendre en fait ce qui lui était arrivé et de pas être en colère, c'était de me mettre à sa place en fait. Donc j'ai vraiment fait ce travail et je pense que ça a été, enfin, je pense que maintenant je suis quelqu'un d'assez empathique que je n'étais pas forcément avant et donc il y a eu ça et puis il m'a aussi appris la joie en fait. C'est paradoxal, mais ouais, j'ai appris la joie après cette histoire. Et j'ai appris l'importance de la légèreté et l'importance de juste de profiter, quoi, d'être heureux dans ce qu'on fait et tout. Et je pense que c'est quelque chose que je mets vraiment en pratique aujourd'hui. Je pense que cette légèreté, je l'ai appliquée une certaine sorte de jovialité, en fait. Je l'ai implémentée dans ma vie avant aujourd'hui. Mais en tout cas,
vraiment être dans la joie et s'écouter et dans le respect de soi et de pas prendre en fait le malheur ou au-delà du malheur, de pas prendre un état d'insatisfaction et de pas être bien, quoi, comme quelque chose de normal. Je pense que c'est vraiment une leçon de vie que je tire de ça. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais ouais, voilà. Ce qui répond à ce que je comprends de ce que tu dis en tout cas, peut-être que je me trompe, mais ce que je comprends de ce que tu dis, euh, c'est que euh, ça, c'est insoutenable. C'est insoutenable de se sentir. C'est insoutenable l'idée de se sentir enfermé dans une situation à tel point de ne plus avoir envie de vivre en fait. Ah ouais, c'est clair, ouais. Ouais, ouais. Et que t'avais pas envie qu'il t'arrive la même chose. Non, mais enfin bon, je pense que j'ai pas ce gène-là, et puis j'ai même pas assez de courage pour en arriver là, mais ouais, non, enfin, en tout cas, j'ai développé une sorte d'allergie, quoi. Enfin, j'ai développé à la fois une allergie, bah, cela dit, ça va avec la notion d'allergie, et une grande sensibilité. C'est-à-dire que je suis très sensible à la notion de risques psychosociaux, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi. C'est aussi lié à des préoccupations de ressources humaines. Enfin, les choses font un peu sens par rapport à ça. Voilà, les risques psychologiques, c'est hyper invisible en fait. La dépression, c'est invisible. Le mal-être, c'est assez invisible. Souvent parce que les personnes s'isolent et coupent aussi la communication et tout. Et ouais, c'est des choses auxquelles je suis sensible en fait, sur lesquelles je travaille autrement. Parce que je veux pas être dans le soin. Enfin, en tout cas, je veux pas être dans ce genre de soin. Mais en tout cas, ça m'a rendue plus compréhensive de ça, capable de me dire que c'est pas juste une personne qui se secoue pas, quoi, que c'est plus complexe que ça, qu'il y a plus de nuances. Et aussi comprendre les facteurs, les facteurs environnementaux qui mènent à ça aussi. Enfin, au-delà des simples problématiques de sérotonine, de trucs, de machin. Bon, voilà. Mais oui, pour moi, c'est insoutenable en fait de me dire qu'on vit dans une société où potentiellement on accepte que les gens soient malheureux, mais pas juste, voilà, ils ont passé une mauvaise journée, qu'ils se sentent vraiment profondément mal. Je trouve ça insoutenable. Et si je peux, je sais pas, d'une certaine manière, à travers Fleur d'Avocat, en prenant le portant plus positif pour le coup, plus du côté des solutions, mais quand même en creux parler de ça, et ben je trouve ça chouette en fait. Merci beaucoup, Lila Louise, de nous avoir livré ton histoire. Merci à toi.